Il est 15 heures et je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire C'est le week-end. Nous nous intéresserons ce vendredi 8 février au thème de la reconversion professionnelle. Vous êtes nombreux à avoir fait le choix de ne pas travailler avec les diplômes et les formations que vous avez acquis et à vivre avec tout simplement votre passion. C'est le week-end à convier pour vous différents profils qui viendront justement nous parler de leur expérience et nous parler de leur choix, de tout plaquer justement pour s'épanouir en exerçant en plus qu'un métier, une passion. La santé et la nutrition, c'est le sujet auquel s'est intéressée Leila Djebbour. Elle reçoit Djeline Meraska, qui est donc coach en nutrition. Il viendra nous parler de la mise en ligne d'un site web, d'un site de coaching, une première en Algérie. Wahida Sherif Salem, quant à elle, s'intéressera et zoomera sur les activités liées aux jeunes à travers l'association L'Étoile du Sud, qui prépare un événement autour du coaching. Elle reçoit pour en parler Belkhiri Oussama Abdelkader, coordinateur de projet. Mais pour l'heure, je vous invite à retrouver Anissa Bouzid. Cette fois, elle nous a préparé deux portraits. Le premier, je vous invite donc à le suivre avant de retrouver les invités du premier plateau. À tout de suite. Ça va? Vous allez bien? Hadia, dit artiste, avait un travail stable et confortable, jusqu'à ce qu'elle décide de tout plaquer pour devenir coiffeuse. J'étais ici en Algérie, je travaillais dans des secteurs complètement différents. Donc j'ai travaillé pour des compagnies étrangères dans le secteur donc, de l'aéronautique et pétrolier. J'étais responsable de plusieurs projets de développement. Ensuite, à un certain moment de ma vie, donc j'avais besoin de pousser d'abord mes études, puisque bon, j'ai un... Vous étiez diplômée en quoi? Alors, je suis diplômée en sciences de gestion au management. Donc, j'ai un BTS, un DSSG, un ingénierat commercial et je voulais faire également un MBA que j'avais fait en Angleterre. Donc, j'ai mis en parenthèse ma carrière. J'ai entrepris donc ce master. Et donc, durant mon séjour à Londres, c'est là que le maquillage m'avait interpellée. Vu que c'est une ville qui est tout le temps en effervescence, où la mode est très présente. Et voilà comment ça s'est passé. Le retour à la terre natale n'a pas été dur pour Hadia. Avec beaucoup de courage, elle décide de lancer sa propre affaire et d'ouvrir un salon de coiffure. J'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat. Donc après le master, je voulais faire un doctorat en entrepreneuriat et donc pour préparer cela, j'avais entrepris une étude sur les femmes entrepreneurs en Algérie que j'ai présentée en projet de fin d'études de master. Donc je voulais déblayer un peu le terrain pour approfondir l'étude. Donc j'étais revenue en Algérie, j'ai rencontré quelques femmes entrepreneurs. Je voulais comprendre leurs obstacles, ce qui les motivait, pourquoi elles voulaient changer. Et en même temps, ça me permettait aussi d'apporter quelques réponses puisque j'étais en réflexion. Je voulais vraiment aussi m'épanouir. Je dirais que j'étais plus vraiment épanouie là où j'étais. Donc je me questionnais beaucoup et c'est comme ça de retour en Algérie que voilà, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer ce défi et pourquoi ne pas vivre l'expérience. Passionnée de maquillage, Hadia a fait plusieurs formations spécialisées pour entrer dans le monde du cinéma. Je pense au fait que le maquillage est assez vaste ainsi que la coiffure, ça demeure un art. Et c'est aussi, voilà, c'est dire, transmettre et dire que, voilà, que le maquillage et la coiffure peut sortir du salon. Et on peut développer ça, ça peut être un moyen aussi d'expression. Et c'est ce que j'essaye de faire, ce que j'ai essayé aussi de faire à travers une exposition que j'ai présentée à l'occasion des 2 ans du salon. J'ai présenté des looks artistiques en maquillage et en coiffure, voilà, pour dire qu'on peut aussi faire plusieurs choses. J'ai cherché une aiguille dans une boîte. Ambitieuse, Hadia, dit artiste, a réussi à faire de sa passion son métier, un rêve qui est devenu réalité. Et elle n'est pas la seule à avoir
foncer, tête baissée, justement, pour changer sa carrière professionnelle. J'ai plusieurs profils sur le plateau que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. On va commencer avec, on va inverser la donne, on va commencer avec un monsieur parce que la majorité est féminine, monsieur Benzina Salahdine, qui est artisan en cuir. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Mariam Laribi, qui est styliste et costumière donc, de cinéma. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Hadia, donc Delichaouch, d'artiste, Dia, coiffeuse et maquilleuse professionnelle, merci d'avoir accepté notre invitation, et Amel Harj, médecin et hypnothérapeute spécialisé en PNL. Bienvenue à vous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors aujourd'hui, vous le savez, le thème c'est la reconversion professionnelle. On va commencer avec vous, Hadia, puisqu'on vient de voir un petit portrait, donc on est venu vous rendre visite dans votre salon. Votre CV est tellement plein que je vous l'ai dit en antenne, je vous le dis maintenant, il est difficile de, voilà, de le résumer. Anissa a essayé donc de le résumer à sa manière, mais là, c'est un peu... vous avez toujours été dans l'économie, dans les finances, dans la gestion, dans tout ce qui est un peu compliqué par rapport à ce que vous faites, parce qu'on a l'impression que c'est plus artistique, c'est plus, j'allais dire, vous faites beaucoup plus dans l'artistique et dans le beau que dans le, voilà, dans le rigide. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, vous n'étiez pas là, vous étiez à Londres pendant un certain temps et vous êtes revenu. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pris cette décision? Au fait, bon, je me questionnais beaucoup, comme je l'avais mentionné. Mon expérience à Londres, je pense qu'elle elle avait contribué. Comme je vous l'ai dit, c'est là où j'ai découvert le maquillage, l'industrie du maquillage, la coiffure, le spectacle, etc. Et puis de par le master que j'avais effectué et l'étude avec les femmes entrepreneurs, ça m'avait aussi permis d'apporter quelques réponses. Voilà. Après, Mais pourquoi le maquillage? Vous auriez pu, je sais pas, vous intéresser à autre chose? J'ai hésité, oui, entre la pâtisserie et le... D'accord. Ah ben d'accord, voilà. Entre la pâtisserie, la photographie, le maquillage et la coiffure. Comme j'aimais... Vous avez un penchant aussi pour la photographie. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, voilà, je voulais une activité qui pouvait un petit peu englober un maximum je dirais, de passion. Pour vous, aujourd'hui, si on vous pose la question, qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Est-ce que c'était une prise de tête, tout ce que vous aviez eu comme études et subi comme formation, ou alors pendant votre travail, vous en avez eu marre? C'était quoi? C'était un burn-out? C'était quoi? Oui, écoutez, oui, j'avais effectué un petit burn-out. 360 degrés quand même, on va le dire. Tout à fait. Donc, après 15 ans d'expérience, bon, j'étais dans la gestion de projets, dans le développement de projets, dans la communication, les relations publiques. À un certain moment, on se pose des questions. La vie est un cycle. Et je voulais, voilà, je me questionnais, quel était l'équilibre, qu'est-ce qui me rendait heureuse, où est-ce que je voulais vraiment aller. Et je me suis dit, pourquoi ne pas entreprendre et ouvrir sa propre entreprise? On le fait si bien pour les autres, on est là à gérer, à développer des marchés, à essayer de développer des projets, pourquoi ne pas le faire pour soi? Et c'est vrai que la décision a été très très difficile, c'est parce qu'on va vers l'inconnu. Mais bon, je me dis au cas où ça ne marcherait pas, je pourrais toujours de toutes les manières revenir vers l'emploi de salarié. Et voilà, j'avais décidé de me remettre à zéro. C'est vrai que c'était très difficile pour obtenir les financements. Et du coup, j'ai fait appel à mes fonds propres. Donc, j'ai dû sacrifier quand même pas mal de choses. J'ai dû vendre mon véhicule, mes appareils photo pour pouvoir financer ce projet. Et voilà comment ça s'est passé. Très bien. Monsieur Benzina, alors pour vous, vous avez aussi un parcours riche aussi, puisque vous avez donc été dans l'informatique, dans la maintenance des appareils biomédicaux. Vous avez fait 10 ans, une carrière de 10 ans dans une entreprise étatique. Vous avez touché un petit peu à tout. Alors aujourd'hui, vous êtes artisan, donc confirmé en cuir, spécialisé en cuir. Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est nous. C'est un honneur pour moi de l'accepter. C'est partagé, Aïchek. Avant d'entrer dans l'artisanat de la maroquinerie, je vivais une vie tranquille. D'un salarié. Voilà, j'attendais les fins du mois. Après, je me vois beaucoup plus comme son histoire, la dame. Il y a une idée qui me passait à travers mes voyages et tout. Je voyais toujours l'artisanat, les artisans. J'ai penché vers la maroquinerie.
Elle m'a attiré. J'ai penché pour la maroquinerie. J'ai cherché un peu en Algérie, où faire des formations et tout. C'était un peu difficile. On ne peut pas basculer d'un jour à l'autre dans un autre métier et tout laisser. Il faut quand même gagner sa vie, avoir de l'argent, payer des factures et tout. Alors, pouvoir vivre de sa passion. J'ai un peu sacrifié. J'ai vendu ma voiture. C'est typiquement... j'ai vendu ma voiture. Après, il y a une personne qui m'a aidé. Un ami à vous? Un ami, je lui dois beaucoup. C'est M. Chaban Djenna. Je le remercie à travers l'émission. C'est important voilà, de citer les personnes qui vous ont motivé, qui vous ont encouragé. C'est un gentil monsieur. Il m'a ouvert les portes. Il m'a tout enseigné. Les secrets du métier, ça ne se donne pas. Vous êtes autodidacte, vous n'avez suivi aucune formation? Je suis autodidacte, surtout sur la machine à coudre. J'ai jamais travaillé dans un atelier de fabrication. Mais comme quoi, quand on aime quelque chose, on s'y applique. Quand on aime quelque chose, il faut sacrifier, il faut faire des recherches, il faut avancer, il faut foncer surtout. Il ne faut pas voir à l'arrière, il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas facile. Et quand même, Dieu merci, alhamdoulilah. Mariam Laribi, vous êtes styliste et costumière, mais traductrice de formation. Vous avez enseigné pendant 4 ans quand même dans une école primaire, puis vous avez décidé donc de créer. Par contre, vous étiez subventionné, donc vous avez fait appel à l'ANSEJ qui vous a donc financé pour monter votre projet. Parlez-nous un petit peu de comment ça se passait. Pourtant, métier de traductrice, c'est pas un métier, j'allais dire, ennuyeux, enseignante encore moins avec les enfants. Oui. Bonjour Wafa, bonjour tout le monde. Donc, Mariam Laribi, et je suis une jeune entrepreneuse algérienne qui est active dans le domaine du textile et du cinéma et la création de mode. Voilà, j'ai commencé peut-être l'idée, comment j'ai eu peut-être l'idée Hadia, c'était en parallèle à mes études supérieures, j'étais jeune, où j'ai commencé à faire, peut-être réaliser des petites tenues pour mes poupées. À l'âge de 8 ans quand même. À l'âge de 8 ans, exactement. Où un jour où j'ai vu maman a acheté un nouveau rideau à la maison pour sa chambre, où voilà, je suis rentrée dans sa chambre et j'ai coupé un petit morceau de son rideau pour faire une petite robe pour ma poupée. Oh là, tiens, quand maman a rentré dans sa chambre, elle m'a donné une pareha, voilà. Elle était choquée. J'imagine, bah oui, avec mais ça ne m'a pas peut-être faire baisser les mains, au contraire, j'avais toujours l'impression de créer ou peut-être de voir les choses à ma manière. Avec un œil d'artiste. Exactement. Bon, j'étais jeune étudiante où mon père m'a proposé voilà, il m'a inscrit dans un institut à Bablouet où j'ai commencé à faire cette petite formation. Ça, c'est le côté motivation. On va revenir justement en parler avec Amel Lahrach. Mais avant, je vous propose de suivre un portrait aussi qui a été réalisé par notre journaliste Anisa Bouzid qui est venue donc vous voir dans votre atelier. On suit ensemble et on revient tout de suite après. Après une licence de traduction, Mariam Laribi fréquenta les centres de formation de haute couture, un domaine qu'elle affectionne depuis son jeune âge. C'est toute une formation que je l'ai passée. Bon, c'était les années de 2001. J'étais vraiment jeune quand j'ai commencé. J'avais normalement même pas 15 ans. Voilà, quand j'ai eu mon BEM, c'était le cadeau de mon père. Parce qu'il a remarqué à la maison que je cherche des étoffes, des morceaux de tissu et tout pour faire habiller mes poupées. C'était peut-être que ma première réalisation de tenue, c'était pour ma poupée. J'avais 8 ans, je pense. Ben, j'ai coupé le rideau de la chambre de ma mère pour pouvoir faire une petite robe pour ma poupée. Classique ou traditionnelle, Mariam excelle dans son travail. Son amour pour la couture la pousse à la création. Au début, peut-être, c'était le prêt-à-porter. C'est tout ce qui est jupe, classique et tout. Mais ensuite, j'ai passé à peut-être les robes soirées, les robes de mariée. Artiste dans l'âme, Mariam se lance dans la confection des costumes de scène. En 2014-2015, j'ai commencé à fréquenter le monde du cinéma. C'était ma première expérience
où j'ai participé au film Ben Badis. Voilà, c'était peut-être ma première expérience et c'était un nouveau monde pour moi. Au début, j'ai juste travaillé peut-être avec des personnes comme ça pour faire des vestes, des robes aussi soirées, mais cette l'expérience du film, c'était autre chose carrément, parce que c'était un autre monde, c'était un autre style, un autre travail aussi. En plus, c'est un film d'époque, exactement. Il faut respecter l'époque, il faut respecter les couleurs, qualité, exactement. J'ai commencé d'abord par faire des recherches pour pouvoir arriver à trouver les qualités utilisées dans cette époque. Aussi les couleurs, parce qu'il y avait des couleurs bien précises. On ne doit pas utiliser, peut-être au cinéma, on ne peut pas utiliser du satin. On peut pas, c'est des nuances par rapport aux caméras. Jeune et ambitieuse, Mriem Laribi espère agrandir son espace pour pouvoir évoluer dans le monde de la mode. Alors, Amel, vous êtes la seule à ne pas avoir, vous vous êtes pas encore exprimée, vous êtes médecin et hypnothérapeute, mais avant, vous avez eu une longue expérience dans l'industrie pharmaceutique, vous avez exercé autant que directrice à la formation médicale, et aujourd'hui, vous êtes hypnothérapeute, praticienne en PNL et coach professionnel et personnel. Voilà. Oui. Pour vous, alors c'est 7 ans d'études. Comment ça s'est passé? Quand même, quand on est médecin, c'est un métier qui est vraiment noble et des études, j'allais dire, très difficiles. Hein. Comment vous avez décidé du jour au lendemain de, voilà, je ne sais pas si c'est du jour au lendemain, vous allez nous le dire, après je ne sais pas. Comment ça s'est passé pour vous, Amel? En fait, c'est un peu comme vous, c'est une passion d'enfance. Hein. Toute petite, je m'intéressais à tout ce qui concernait l'esprit humain, à travers des lectures, à travers des romans. Je commençais un petit peu à lire Freud, tout ce qui touche à la psychanalyse. Et après, bon, mon parcours personnel et professionnel m'a amené vers la médecine, où j'ai suivi un cursus de médecin généraliste. Et j'ai débouché ensuite sur l'industrie pharmaceutique avec des postes de responsabilité où c'était autre chose, hein, c'était pas le corps humain, c'était pas soulagé, on soulageait autrement en fait. On soulageait à travers. Mais restez toujours dans l'administration, dans tout ce qui est paperasse. Le management, les ventes, bon, la vente de médicaments, etc. Et vous savez, quand on file nos patients tôt ou tard, elles nous reviennent. Hein, et j'ai fini du jour au lendemain par me dire, écoute là, tu es en train de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Il est peut-être temps que tu reviennes sur le tien. Et c'est ce qui m'a amené vers un peu tout laisser tomber et aller me former en France pour devenir hypnothérapeute et revenir ici en Algérie, lancer la discipline et pourquoi pas un jour l'enseigner ici en Algérie. À d'autres personnes. Alors vous avez dit formation, vous avez tous eu pratiquement, mis à part donc M. Benzina, une formation. C'est pas difficile de suivre une formation après, à côté d'un cursus scolaire ou universitaire, se replonger dans autre chose? Pour un adulte? Oui. Pour quelqu'un qui veut se reconvertir professionnellement. Les invités pourront répondre, mais je pense que quand on est passionné, rien n'est difficile. Hein. Quand on a envie de faire les choses, on le fait. Bon, sur le plan capacité cérébrale, nous avons de très grandes capacités cérébrales. Notre cerveau est capable de nous faire des choses extraordinaires, d'apprendre tout le temps jusqu'à la fin. Donc si on a envie, on apprend. Hein. Il n'est jamais trop tard à n'importe quel âge. Hein. Des personnes qui ont 70 ans qui continuent à apprendre et qui font, il y a même des médecins avec 70 ans pour vous dire. Hein. Donc se former en parallèle ou en même temps, je ne vois pas d'obstacle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais justement, on va savoir s'ils sont d'accord ou pas. Hedia, comment ça s'est passé pour vous la formation? Alors j'ai entrepris plusieurs formations, comme je vous ai dit. À Londres, c'est une ville effervescente qui offre l'accessibilité à plusieurs choses. Donc pour revenir au maquillage, ça a commencé avec une copine. On était allé faire un atelier d'automaquillage chez une grande marque de cosmétiques. Et c'était là que ça a commencé à me titiller un petit peu. Donc par la suite, j'ai entrepris je me suis inscrite au fait à un course de maquillage de base. Ensuite, c'était du hairstyle, et ainsi de suite. Et, ensuite, c'était la photo. J'aime bien apprendre et découvrir d'autres choses. C'était pas difficile pour vous? Vous vous sentiez soulagée comparé à ce que vous avez suivi comme cursus universitaire? C'est une partie de plaisir pour vous? Oui, tout à fait. Et ça permettait d'un petit peu d'avoir cette coupure-là. Et puis, comme je suis un peu manuelle, j'aime bien tout ce qui est
j'aime bien utiliser les mains, etc. Donc ça m'épanouissait quelque part. Voilà. Mais pareil pour vous, la formation de styliste que vous avez suivie? Oui, tout à fait. Bon, j'ai commencé tout d'abord par le prêt-à-porter. Bon, c'est en premier coup, on commence par faire des petites pièces pour avoir arrivé à un certain niveau, par exemple de faire monter une veste ou une robe ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'était... Vous disiez tout à l'heure que votre père vous a inscrit donc à l'Institut de modélisme juste après votre BEM et vous aviez donc 15 ans et vous étiez la plus jeune apprentie de votre institut. Et d'ailleurs, vous avez obtenu votre diplôme de modéliste à l'âge de 18 ans. Oui, parce que je suis passée par le prêt-à-porter, modélisme, ensuite c'était le technicien supérieur. Et cela, bien sûr, en parallèle avec vos études. Exactement. J'étais au début mon collège, après c'était le lycée, ensuite c'était l'université quand j'ai eu mon bac. Donc, au fait, le technicien supérieur, c'était en même temps à l'université. C'était en parallèle à mes études à l'université. Donc, j'ai pu peut-être arriver à faire un programme et arriver à travailler pour ma passion, la couture, tout ce qui est couture et création de mode, et à mes études supérieures. Monsieur Benzida, ça vous a jamais tenté de faire une formation en maroquinerie, voilà? Une formation en maroquinerie, ça veut dire se couper du travail, du gain-pain, du vivre. Non, mais avant d'entamer votre projet, vous vous êtes pas dit, tiens, je suis une formation avant de me lancer? Oui, mais c'était une idée, juste une idée. Mais sincèrement, quand vous voulez entamer une formation, ça veut dire les 8 heures. Les 8 heures, alors et donc pour vous ne pouvez pas travailler, c'est pas facile. Mais alhamdoulilah, je me suis lancé, j'ai toujours foncé. Et vous apprenez sur le tas? On apprend toujours, tous les jours on apprend, avec le temps on apprend toujours. Eh bien, la motivation, l'automotivation et la motivation de l'entourage aussi est très importante dans ce genre de prise de décision. Je dirais l'automotivation d'abord. C'est-à-dire que si on est nous-mêmes motivés... Non, on l'a compris qu'ils sont automotivés. Ça, c'est... Voilà, que vous êtes déjà, parce que tu en fais partie. L'automotivation, et après vient donc le soutien et l'encouragement de l'entourage. Mais après, bon, ce qui est primordial à mon avis, c'est que ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que nous décidons de changer de métier, parce que là, c'est vraiment changer de métier. C'est prendre un autre cap, c'est laisser tomber un salaire, c'est laisser tomber une sécurité professionnelle, financière. Et il faudrait que ça vienne de l'intérieur et que ça soit vraiment, vraiment quelque chose on croit vraiment. Une fois que c'est le cas et qu'on est persuadé que c'est ça ce qui va nous rendre heureux, parce que la question se pose, est-ce que je vais être heureux? Ça commence par ça. Oui. Déjà, c'est la première question. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Est-ce que je serais heureux? De toute façon, je pense que chaque personne qui change de métier vous répondra à la question. Si vous posez la question, qu'est-ce qui a fait que tu changes de métier, va dire, je commençais à ne plus être heureux. Je commençais à m'ennuyer le matin, à me lever, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et c'est cette question, qu'est-ce qui va me rendre heureux, qui va nous permettre d'être motivés par rapport à un changement de métier, qui est quelque chose d'important. Et c'est exaltant aussi de pratiquer un métier dans lequel on s'épanouit. C'est formidable. Oui. Bah oui, c'est possible. Il faut savoir que c'est possible. Et après, l'entourage est un soutien. Je dirais que c'est plus un soutien qu'un entourage motivant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parfois, l'entourage, c'est plutôt l'inverse. Oui, voilà. C'est ça. Alors, Hedia? Moi, on comprenait... Le choc. Oui, on ne comprenait pas beaucoup pourquoi je voulais... D'ailleurs, on salue votre maman qui regarde, qui est une fidèle de Selvikan. On la salue. Et on la remercie, bien sûr, de son attention donc chaque vendredi. Quelle a été sa réaction? Alors, on commençait par le principal. Elle ne comprenait pas trop, elle s'est inquiétée. En fait, voilà, c'est plus une inquiétude qu'autre chose. C'est-à-dire comment laisser toute une stabilité, toute une carrière, tout un revenu, comme l'a mentionné Amel, etc., pour pouvoir recommencer à zéro. C'est vrai que j'étais un petit peu frustrée de ne pas trouver de financement. Donc, j'avais décidé, comme je l'avais mentionné, donc, de sacrifier une partie de petits biens que j'avais. Et j'ai foncé. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à voir le projet. C'est vrai que, comme elle a dit, l'idée on l'a en tête, on sait comment on souhaiterait le développer, mais les gens ne le comprennent pas. Ne le comprennent pas. Mais il y a eu beaucoup de soutien. J'ai eu beaucoup de soutien d'amis
et de la part de ma famille, mais beaucoup d'inquiétudes. Et là, ils sont rassurés au jour d'aujourd'hui. Juste pour rappel, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que vous avez monté votre projet. 2 ans, tout à fait. Je dirais pari gagné entre guillemets par rapport aux personnes qui étaient un petit peu réticentes à ma reconversion, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est une petite entreprise, donc le choix de ce statut-là aussi va freiner la croissance rapide parce que je n'ai pas eu accès à un financement de banque ou autre. Donc il y a beaucoup à faire, mettre en place une équipe, essayer de former et développer le côté artistique du maquillage et de la coiffure. Il faut dire que vous deux, vous n'avez pas choisi des métiers, j'allais dire, commun, parce que déjà le coaching professionnel c'est une nouvelle méthode. Le PNL, on commence à savoir ce que c'est, on commence à comprendre ce que c'est. Le maquillage professionnel, dont le maquillage du cinéma aussi, dont vous n'avez pas rencontré de difficultés, ça va, ça, on va dire les choses crûment, ça. Est-ce que c'est dans la poche, ça se passe bien? Alors, ça se passe bien, j'aimerais bien que ça se développe, honnêtement. C'est vrai que dans le maquillage artistique, il y a le maquillage cinéma, théâtre, mode, etc. Et voilà, il faudrait que... C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, à côté, aux pays voisins, les choses évoluent et chez nous, un petit peu... C'est nouveau. Je reste quand même assez optimiste. Voilà. Et les difficultés, c'est que ce domaine-là que vous avez choisi n'est pas encore développé dans notre pays. Pour vous, c'est ça? Oui. Alors, le côté commercial ne pose pas de problème. Pour ce qui est donc coiffure commerciale, maquillage marié, événements et autres, oui. Mais oui, j'aimerais bien voir le maquillage en parlant de maquillage professionnel, je ne sais pas si Raffer peut nous envoyer les photos pour voir un petit peu ce que Hadia a fait. À temps perdu, vous avez les images, j'allais dire, qui m'adorent dans les films sont un petit peu choquantes, mais c'est pour voir un petit peu. Je ne sais pas si Raffer est prêt. Oui, mais bon, on va continuer avec Amel. Aussi, c'est voilà, le coaching, l'hypnothérapie, tout ça, c'est nouveau. Hein. C'est limite, nous, on était limité par le psychologue, psychothérapeute peut-être, psychiatre, oui, mais l'hypnothérapie, toutes ces nouvelles modes, vous les avez donc ramenées, introduites dans notre société. Ça se passe comment? Alors, bon, pour la programmation neurolinguistique et le coaching, ça commence à se développer. Pour l'hypnothérapie, un peu moins, parce que c'est tout nouveau, ça fascine, hein, c'est un métier... On se dit, tiens, on va me faire ce que j'ai pas envie de faire, on va m'endormir. Voilà, c'est ça. Ça ressemble beaucoup plus à la magie qu'autre chose, en fait. Oui, on a l'impression que c'est de la magie, mais pas du tout. C'est plus les capacités de l'être humain qu'on met en lumière. Au départ, c'est vrai que quand je me suis installée, même à l'étranger, quand je me formais, on me disait, mais est-ce que tu es folle? Tu te rends compte que tu vas ramener en Algérie l'hypnothérapie? Comment ça va se passer? Ah oui, pour faire endormir un Algérien et lui faire dire des choses, c'est pas évident. Justement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On en parlera à une autre occasion si tu veux. Non, mais dites-moi un petit aperçu. Avec ça se passe comment? Ça se passe comme ça se passe dans la vie de tous les jours. On est en état d'hypnose tout le temps. En regardant un film, en lisant un livre, en tombant amoureux. Oui, mais en se confiant à un inconnu aussi. Son métier, elle est en état d'hypnose parce qu'elle En parlant de ce métier, regardez à l'image. C'est un maquillage donc du cinéma. C'est dit artiste à, je sais pas, 90 ans, dit artiste qui a subi peut-être un accident de voiture. Un feu, voilà. Oui, elle le dit avec en toute... elle est super contente. Moi, quand j'ai vu les photos, j'étais choquée parce que je connais la personne. Mais voilà, ce que ça donne un petit peu sur les images. Alors, on disait, on est tout le temps en hypnothérapie, on est en transe quotidienne. Mais tout franchement, le temps, Amel, dites-nous la vérité. Est-ce que c'est facile de se confier? Si on décide de faire le pas, bien sûr. Hein, si on décide d'aller voir quelqu'un pour ça, on le fait. Mais si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein, on ne force pas les gens. Hein. Puis c'est au-delà de se confier, c'est changer quelque chose dans sa vie. Hein. On n'est pas là comme des commissaires de police en train de soutirer des informations que les gens n'ont pas envie de tenir. Pas du tout. Les gens viennent pour dire je me sens pas bien par rapport à tel et tel aspect. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et tous les deux, on travaille à ce que ça aille mieux pour la personne. Sans qu'on ouvre, je ne sais pas, un coffre de je ne sais pas quoi. On imagine qu'on veut... Voilà, c'est pas ça que je vous ai dit. Donnez-nous un petit aperçu. Ça se passe pas du tout comme ça, en fait. Sur l'hypnothérapie. Comme ça, on en saura beaucoup plus. Et on viendra vous voir dans votre cabinet pour savoir un petit peu comment ça se... Parce qu'on associe souvent ça à la magie. Il n'y a pas mieux que de le vivre. Voilà. Si tu as envie, tu passes, tu verras comment ça se passe, tu pourras en parler plus aisément. Après, pour l'Algérie, j'étais extraordinairement surprise de voir comment le public algérien était ouvert.
Et notamment les femmes. Hein. Je peux vous dire que je reçois plus de femmes en cabinet que d'hommes. Elles se confient, elles n'ont pas de problème. Moi, je parle des hommes. Les hommes, on a du mal à leur tirer, à leur soutirer des informations. Mais la femme, elle est plus... elle gère mieux et elle est plus... j'allais dire, elle se confie plus. Peut-être, elle est plus consciente. Elle a envie de faire changer les choses, oui, peut-être. je pense, plus de conscience. Après, tu sais, il y a une famille, il y a des enfants, elles ont envie que les choses changent. Et en même temps, le public algérien est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que ça soit pour venir consulter ou apprendre. Les jeunes veulent apprendre le métier aussi, au-delà. Au-delà de venir. Monsieur Benzina, alors on a parlé de votre atelier. Aujourd'hui, vous disposez d'un atelier. On a parlé de motivation tout à l'heure, vous êtes marié. Quelle a été la réaction de votre famille ? Au début, c'était un peu chaud. Le salaire, maître Lewal. Oui, question salaire, il faut... mais je comprends. Comment, mais il faut de l'argent pour vivre. Oui. Mais finalement, tout est passé. Non, le pire est passé. Vous êtes passé, j'imagine, par des périodes difficiles. Ah oui, des hauts et des bas. Vous avez pu compter sur le soutien de votre épouse ? Oui, énormément. Ma petite famille m'a énormément poussé vers l'avant. Et j'en suis ravi d'avoir une famille comme la mienne. C'est important. Et c'est ça, c'est tout. C'est important. Myriam, on parlait donc tout à l'heure du soutien de votre père, ça on le sait qu'il vous a toujours soutenu. Et de votre cursus, aujourd'hui vous avez un atelier. Parlez-nous un petit peu de votre expérience au cinéma. Alors vous disiez dans le portrait que c'était différent, c'était féerique, et ça vous a permis bien sûr d'apprendre, parce que c'est l'histoire, donc ce qu'on utilisait avant, ce qu'on n'utilise pas aujourd'hui, les nuances, les éclairages dans le cinéma, dans le monde du cinéma. Parlez-nous un petit peu. Pour rappel, vous avez fait donc le film Ibn Badis, vous avez fait aussi Ahmed Bey, une partie d'Ahmed Bey, c'est pas rien, c'est des films historiques qui ont donc des histoires qui ont marqué donc l'histoire de l'Algérie. Exactement. Voilà, y compris d'autres films, on va les citer, Inch'Allah, après. Bon, c'était une nouvelle expérience pour moi, ça c'est certes, ou peut-être j'ai eu l'occasion d'avoir... j'ai un ami qui travaille dans ce domaine. C'était lui qui m'a proposé la première fois, ou au premier coup, c'était lui qui m'a fait rentrer peut-être dans ce domaine, parce qu'il a participé aussi dans le film, film de Ben Badis. Donc il a proposé, vous avez Exactement, été il m'a proposé, voilà Myriam, on travaille sur un film historique, un grand film historique algérien. Vous voulez être avec nous, pourquoi pas? C'était ma première expérience. C'est vrai que j'avais peur, parce que c'est nouveau pour moi, où j'ai toujours peut-être faire des commandes, faire des tenues pour l'habillement et tout maintenant. Exactement. Mais pour participer à un film pareil, un grand film de l'histoire d'Algérie, exactement, il y a des détails bien définis et bien précis. Donc on peut pas jouer peut-être dans tout ça. Quand il m'a proposé, j'ai accepté. C'est un travail de combien? Il a pris combien de temps? Il a pris 6 mois. Après 6 mois, exactement. C'était au CADC. C'est avec le ministère de la Culture, où j'ai commencé à faire bien sûr des recherches. Parce qu'il faut aussi savoir que pour pouvoir arriver à réaliser des tenues d'époque ou des tenues quand peut-être que vous avez vu dans le film de Ben Badis, c'est qu'on doit d'abord passer par la recherche. C'est un travail, c'est un immense travail. On doit faire d'abord la recherche. La recherche, elle va nous permettre peut-être de arriver à un deuxième stade. Ce stade, c'est avoir les modèles qu'ils ont déjà utilisés à l'époque de films. Avoir aussi la qualité, trouver la qualité, les accessoires. Donc tout ça, c'était pris en charge bien avant d'entamer, peut-être couper et peut-être rassembler les pièces pour avoir la tenue. Donc c'était tout un travail. Voilà. Très bien. Moi, j'étais ravie de partager ces expériences avec vous. Je vous laisserai libre cours donc, pour un dernier mot avant de clore notre débat. Hadia?
Merci Wafa de nous avoir reçus sur le plateau. Moi, de toute façon, mon seul message est d'encourager les femmes à vivre cette expérience. Les femmes et les hommes aussi. Et les hommes également. Puisque ça a marché pour vous, comme l'a dit Amel, la volonté vient de soi-même, l'automotivation. Donc si ça a marché pour vous, c'est que ça marchera pour d'autres personnes. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter. Amel. Ce que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Si on écoute ce qu'on nous a à dire, on nous dira à 20 ans, c'est trop tôt, à 30 ans, tu es en train de te stabiliser, à 40 ans, c'est trop tard, à 50 ans, c'est l'heure de la retraite. Il n'y a pas d'âge pour changer de métier. L'essentiel, c'est de se dire qu'est-ce qui va me rendre heureux. Monsieur Nzina. Moi, je vous remercie pour votre invitation et j'invite les jeunes gens pour pouvoir apprendre des métiers, pas forcément la maroquinerie, il y a plein de métiers, il y a plein d'artisanat, il y a plein d'art. Il faut même en secondaire, c'est bien d'avoir quelque chose motivant qu'on fait en secondaire, en parallèle avec notre travail, c'est bien. Mariam? Aussi, je vous remercie infiniment pour cette invitation et ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous et parmi ces talents. J'ai choisi différents profils, comme ça on peut voir que tout est possible, qu'on peut faire de longues études, comme on peut faire des formations, comment on peut être autodidacte. En fait, rien n'arrête la passion et rien ne nous empêche d'être heureux à notre manière. Il est important de s'épanouir dans son travail, surtout quand on a l'habitude de travailler, on peut s'épanouir autrement, mais le travail, c'est important de s'épanouir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Quant à vous, je vous invite à rester avec nous pour suivre bien sûr la deuxième partie de l'émission qui, comme vous le savez, est consacrée aux rubriques du vendredi. À tout de suite. Et c'est en forme qu'on reviendra donc pour la deuxième partie de l'émission, puisque Leila Djebouara a choisi de nous parler de nutrition et de sport. Bonjour Wafa, bonjour à tous les téléspectateurs de C'est le Week-end. Elle joue sa petite gentille. Même elle était en train de se faire un selfie ou la Snapchat. Si on fait des selfies, est-ce qu'on est méchant? Est-ce que c'est méchant de faire des selfies? Bonjour à tous. Oui, alors tous les gens qui sont affalés sur leur canapé parce que c'est le week-end et parce qu'ils ont la flemme d'aller faire du sport et de l'activité, c'était mon cas il y a quelques week-ends. J'ai découvert une chaîne sur YouTube et c'est un Algérien donc, qui l'a faite et c'est Jalil Meraska. Qui est aussi un collègue.
Oui. Bah oui, parce qu'il est consultant au Bonjour C'est vrai, d'Algérie. il est consultant au Bonjour d'Algérie. D'ailleurs, Moubarak Alik, Jalil. Voilà, chez donc nous. vous êtes coach en nutrition certifié. C'est ça. Ouais. Voilà, donc Coach vous en étiez nutrition. coach sportif et ensuite ça a évolué, vous aviez fait des formations et vous avez donc fini par avoir votre certificat. C'est ça. En fait, pour la chaîne YouTube, Oui, on va présenter la chaîne, c'est DZ Nutrition. DZ Fitness et DZ Nutrition. Elle va être donc mentionnée en bas de Voilà. Il n'y a pas que la l'écran. chaîne, puisque la chaîne, ça fait partie des autres réseaux sociaux. Donc je suis présent principalement sur Facebook et Instagram, Oui. et la chaîne YouTube comme, bien sûr, plateforme de vidéos, voilà, que je vais relancer encore avec un contenu beaucoup plus intéressant prochainement. Mais c'est parce que vous aviez vu, vous voyez des chaînes YouTube qui vous inspiraient. Oui, c'est ça. C'était des sportifs étrangers. Tout et à ensuite, fait. vous vous êtes dit, pourquoi pas parler avec un langage algérien Oui. aux téléspectateurs et aux internautes algériens. Donc Exactement. c'est comme ça que l'aventure a commencé, Jalil. C'est comme ça, donc ça a commencé par une passion avant tout. Donc vous avez parlé de nutrition et de sport, je suis très passionné par ce domaine, il faut le dire. Ensuite, j'ai On le voit à décidé... l'image. Ah oui, on le C'est, voit. voilà. Oui, bien, on le voit. On Voilà, voit oui, là. parce que allez, les images ouais. passent en même temps que... Là, par Il y a contre, combien de kilos, Par Fahadou contre, là, Vous savez la comment technique, les elle était haltères, pas là, au top, les hein, haltères, ça, c'est des haltères, enfin, c'est... Les c'est un haltères. exercice, Et il y a combien de kilos في الوحدة برك ما تعيناش Par بزوج contre, je وحدة pense que برك. je devrais corriger un peu ma posture parce que ça, c'est Là, ça un peu ancien. Ça commence, tout Suisse. Non, mais C'est- sérieux, c'est en il y a se combien regardant. il y a combien de kilos في l'haltère الوحدة Oui, bon, ça dépend des exercices. C'était 18 kilos à peu près sur chaque côté. D'accord. Et depuis, bon, j'ai un peu évolué par rapport à ça. On n'a pas intérêt à vous chercher. Et 50 kilos maintenant. Pardon? Ah, 50 kilos maintenant. 50 kilos sur certains exercices, pas tous. Alors, En fait, c'est ça devenu- dépend des mouvements qu'on fait. Je et tiens à tout. le dire, c'est devenu un On vous a phénomène. envoyé Leïla parce que c'est un sujet qui nous. Je me suis habillée en conséquence et tout. Voilà. Oui, c'est vrai, Voilà, c'est ça. le Voilà. look sportif. J'aurais dû le faire aussi, aujourd'hui. apparemment. Voilà. C'est pas grave, personne n'a remarqué, c'est très bien. Si, on a remarqué, mais on ne voulait pas vous Donc c'est intimider devenu une davantage. tendance. Les Algériens s'occupent de plus en plus de leur corps donc, et de leur image. Et il y a énormément de salles de sport qui ont ouvert. Jalil, donc vous étiez coach. Et Je suis maintenant, toujours, oui, vous l'êtes toujours. Alors c'est quoi la particularité de Jalil? C'est qu'avec des choses très simples, on peut être coaché à la maison. Donc même si on n'a pas de En suivant, matériel. bien sûr, le... Donc on regarde un peu, on a regardé ce qu'il fait, mais c'est vrai que vous aidez les gens à mieux se nourrir et C'est à ça, faire de surtout. l'exercice. Voilà, surtout. Mais comment que ça se passe? Parce que moi, quand je pense à faire un régime, c'est la galère. Déjà, je commence à être frustrée. Il y a certains aliments comme le sucre dont je ne peux pas me passer. Ça nous fait peur déjà. Et comment on fait? Rien que pour l'hormone de croissance, tout ça. Expliquez-nous Ouais. un peu. En fait, par rapport au sport, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, pour faire du sport à distance avec un coaching online, c'est pas aussi simple que ça. Mais Et c'est pas faisable. motivant aussi, j'ai l'impression. C'est pas En motivant fait, quand on le fait ça pas en dépend groupe. de la motivation de la personne. Ça dépend déjà La comment on volonté. présente le métier et tout. Et puis, c'est faisable, c'est pas que c'est. Oui. Après, le côté nutritionnel, ça se fait à distance puisque généralement, on peut pas suivre la personne sur sur son quotidien culinaire ou voilà, c'est un peu. Mais le sport, c'est très nuancé, j'allais dire, voilà, parce qu'il y a beaucoup de différences au niveau anatomique, de morphotype. Chaque donc il corps faut a suivre. son besoin. Tout à fait. Donc quand il s'agit de l'exercice physique, en tout cas, c'est toute une biomécanique qu'il faut respecter et tout. Donc le présentiel, en tout cas au départ, il est important. Donc moi, ce que généralement je conseille, c'est de suivre les personnes c'est-à-dire en coaching personnalisé, c'est mon modèle actuellement, en présence. Oui. Et ça peut par la suite, après 3, 4 mois ou 6 mois, si la personne est bien sûr Et studieuse et régulière, régulière. voilà, exactement, Voilà. on suit en ligne puisqu'elle a déjà acquis des bases. Oui. Alors, je vais vous apprendre peut-être un truc que vous savez déjà, Oui. chers téléspectateurs, Cher- et ouais, cher- en particulier. Oui, là, Plus moi, tu vous vas dormez, m'apprendre plein de non choses, mais parce plus que vous sport, c'est dormez, complètement- plus on maigrit. Moi, c'était le titre de Ah sur ouais. un magazine. Ah non. Mais Ah, désolée. dit scientifiquement, Non, désolée. les sécrétions hormonales Désolée, se développent durant le sommeil. C'est vrai? Bah, Oui. Je dors à 20h. Je vous laisse le débat. Je dors à 20h, je me réveille à 6h, je fais ma sieste pendant 1 heure. J'ai Le pas so- encore Le sommeil, ça aide énormément à réguler le poids. Oui, oui. Il va nous l'expliquer Il y a un peu de peut-être. vérité dans ce qu'elle vient de dire, Yasmine. Donc, il y a une corrélation directe. Il y a des études maintenant sérieuses, hein, c'est-à-dire qui montrent, même des méta-analyses, Oui. qui montrent qu'il y a un lien direct entre le sommeil et la gestion de poids. Donc, après la gestion de poids, on parle principalement du métabolisme. Donc, ça dépend de l'objectif de la personne. Mais ça va plus dans le sens de la perte que de la prise de poids. Donc effectivement,
Donc il y a un lien avec un sommeil réparateur, c'est-à-dire quand on parle plus on dort, mais ça dépend comment on dort. Oui. C'est aussi la qualité du sommeil, c'est assez important. Et donc la gestion de poids, savoir donc la prise de masse musculaire et la perte de gras. Donc là on est plus dans la recomposition corporelle, on appelle ça. Donc effectivement, oui, il y a un lien entre sommeil et gestion de poids, pas maigrir forcément. Ouais. Oui, donc il faut dire que l'hormone de croissance, la testostérone, sont des garants de longévité. C'est voilà, tous ces environnements-là. Oui, voilà. Et il y a aussi, alors on parlait de comment compenser donc, le manque de sucre. Est-ce que c'est par du fructose? Comment on fait en fait quand on débute un rééquilibrage alimentaire? C'est ce que vous appelez. Gentiment. Voilà. Bah, gentiment. Ça choque moins. Oui, c'est ça. Le sucre, bon, c'est vrai que c'est maintenant, on le pointe un peu, on le pointe du doigt, parce que c'est le sucre, ça dépend en fait comment on interprète le sucre, parce que le sucre, on peut le trouver justement dans le fruit, comme on peut le trouver dans les gâteaux industriels. Donc c'est déjà pas la même en termes de qualité, si on veut, donc c'est pas la même chose. Oui. Donc ensuite, il faut, à mon avis, bien sûr, à mon humble avis, il ne faut pas blâmer directement le sucre, mais plutôt blâmer l'excès des calories à la fin de journée. C'est ce qui fait que généralement, quand on mange des grandes quantités, on n'arrive pas à gérer nos quantités, qu'il y a ces problèmes-là de régulation de poids. C'est pas que le sucre. C'est pas en mettant, j'ai toujours cet exemple, ce qui est classique, c'est pas quand vous allez mettre un petit morceau de sucre dans votre café, vous prenez ça, un élément isolé, vous dites c'est ça qui va... C'est ça le problème. Tout à fait. Voilà. Alors Djelil, vous et Amine Ghasmi, donc vous êtes dans la nutrition et puis on n'est plus. Mais vous proposez toujours le coaching sur Internet. En fait, c'est-à-dire on écrit le nom, prénom, le poids, la taille, tout ça, et puis vous adaptez le coaching vous donnez un régime en fonction de la morphologie. Oui. En fait, je vous explique comment, peut-être depuis le temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. C'est vrai que Dr Amine Ghasmi, donc lui, il est toujours dans la recherche, donc on ne collabore plus, en fait, puisque lui, il est à l'étranger. Donc moi, actuellement, je suis ici, je fais mon travail seul, voilà. Même si je suis entouré d'une équipe et tout, mais c'est pas des techniciens, c'est juste des gens qui gèrent les réseaux sociaux et tout, donc ça n'a rien à voir avec le domaine. Mais moi, j'ai pris la peine de me former encore et j'ai appris justement le métier du coach en nutrition, et ça se passe en ligne principalement. D'accord. C'est-à-dire, effectivement, on fait la première des choses, comment on aborde le client, c'est déjà de lui faire un questionnaire initial. C'est très important, donc il y a un questionnaire initial très bien étudié. Il ne faut pas mentir, sinon les résultats ne seront pas au rendez-vous. Bon, mais généralement c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut, inclure aussi même le volet psychologique. C'est très important dans le questionnaire. Le sommeil aussi, on pose cette question. Les habitudes alimentaires. Donc le volet psychologique, physiologique et tout. Et comme ça, on peut démarrer sur de bonnes bases. Et très important. Donc on rappelle juste les journées de formation. C'est le 15 et 16 février. Voilà. Ça, pour les formations, c'est formation en nutrition du sport. C'est-à-dire il s'agit des formations en nutrition sportive. C'est des formations accélérées. Voilà. On fait chaque mois. Et la prochaine session, donc c'est la 8e session qu'on va faire, Inch'Allah. C'est au niveau de Alger Centre, donc c'est une école qui s'appelle ESL. Et c'est 2 journées donc, de formation pleine. Mais on peut trouver ça sur votre Facebook. Sur Facebook, donc c'est DZ Instagram, Fitness et Nutrition. Et YouTube, DZ Fitness et Nutrition. Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. Donc c'était Djelil Merasqa, coach en nutrition certifié. Très bien. On va passer maintenant à la rubrique de donc, les boulevards des associations avec Wahida Cherif Salem, Wahida qui... sport, ma bouffe. Tu me sens tellement malheureuse. Voilà. Elle s'est sentie pas concernée du tout. J'attends que ça passe pour faire ma rubrique. Non, je n'osais pas intervenir quand même. Parce que là, ça va, Wahida, ça va, tranquille, et vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça a été la semaine tranquille. Il a fait beau, on profite. Cette semaine aussi, je vais vous proposer une nouvelle association. Il s'agit de l'Étoile du Sud avec Oussama Belkhairi, qui est coordinateur des projets au sein de l'association Étoile du Sud. Bonjour Oussama. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, tout d'abord, je vais présenter l'association Étoile du Sud. Donc, c'est une association de wilaya d'Alger. Elle existe depuis combien de temps? Depuis 25 avril 2014. Très bien. On travaille beaucoup plus sur le domaine de jeunesse. Donc, on croit vraiment que la jeunesse peut changer la société algérienne. Et on donne l'opportunité aux jeunes de communiquer entre eux. Ils peuvent changer la réalité de la société algérienne, quoi. Donc, voilà, on a plusieurs
plusieurs domaines d'intervention. Et quelles sont les activités principales de votre association, l'association Étoile du Sud? Donc, on travaille beaucoup plus pour le développement des capacités des jeunes. Donc, à travers des formations, des trainings, des événements, des journées de sensibilisation surtout, et aussi de création d'un espace de débat, d'échange pour les jeunes. On a même une cellule audiovisuelle pour promouvoir les activités des jeunes aussi. Et pas mal d'autres événements. On a organisé récemment le photomarathon, qui consiste de 5 pays. Donc, quand même, c'est au niveau international. Oui, on est présent à Batna. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agissait de promouvoir la photographie et l'art de photographie algérienne, pour donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes talentueux, des photographes amateurs, de faire connaître et promouvoir la beauté algérienne de notre pays Algérie. D'accord, j'ai vu que vous faites aussi le développement artistique. Qu'est-ce que vous faites exactement dans le développement artistique? En fait, ça m'intéresse vraiment le volet artistique, de savoir comment vous faites la promotion. Donc il y a tellement de gens qui ont l'opportunité de faire plein de trucs et ils n'ont pas l'espace de faire promouvoir ça, c'est beaucoup plus. Donc on est juste, grâce à celui audiovisuel qu'on a au sein de l'association, on a pu promouvoir quelques artistes amateurs. Et prochainement, Inch'Allah, on a un projet qui est en train de se construire. Donc, c'est donc vous basez réellement sur la photographie, enfin beaucoup plus sur la photographie. Non, on a organisé l'événement photomarathon, c'est pour ça c'est beaucoup plus photographie, mais plein d'autres domaines d'art, beaucoup plus, Très bien. Et récemment, vous avez organisé l'événement, je vais le dire en anglais, U2.0. J'espère que je me suis pas trompée. Oui. Il s'agit de quoi? Donc l'événement U2.0, c'était un événement intensif de 2 jours en développement personnel. Donc c'était des sessions séparées. Donc vous étiez coach? Ah oui, U2.0. You 2.0. Donc, vous 2.0. Voilà. Exactement. Ils ont bouffé leur jambe. Oui, voilà. Quand même. You 2.0. Ok, je vais expliquer. Non, mais Wahida, elle a fait le lavage et lui, il a fait le rinçage. Oui, voilà. Donc, mais il fallait que plein de choses quand même. Alors, You 2.0. Voilà. Donc, c'est vous 2.0. Donc, en quelque sorte, un jeune, quand il va commencer la formation, sur l'événement, donc le jour J, le début de formation. Donc il va être une personne et on espère donc d'être une autre. Donc, on va changer un petit peu leurs compétences. On va essayer d'améliorer leurs compétences en gestion de projet, des stress, de leadership et beaucoup d'autres domaines. Donc concernant ça, c'est beaucoup plus développement personnel. Donc c'était 2 journées intensives à Mbnian, en collaboration avec d'autres associations, et on a invité plein de coachs et de formateurs. Vous faisiez partie des coachs justement. Exactement, oui. Et vous, quelle était réellement votre tâche? Donc ma tâche, forcément j'étais coordinateur de projet. D'accord. Donc c'était beaucoup plus organisation, mais j'ai délivré 2 formations sur la communication et leadership, beaucoup plus. Donc afin de faciliter les tâches pour les étudiants de communiquer entre eux, parce que vraiment, la communication, on croit que la communication est la solution pour n'importe quel problème. Mais si vraiment on sait communiquer. Donc, voilà. D'accord. Et comment on peut s'inscrire comment vous avez choisi les profils des personnes qui ont bénéficié de votre formation? D'accord. Donc, on a ouvert un site, un formulaire internet sur la page Étoile du Sud et sur d'autres pages de nos collaborateurs. D'accord. Et puis, donc voilà, on a reçu plus de 200 applications. On a sélectionné 70. Et sur 70, c'était 60 qui étaient présents. Sur quels critères vous avez choisi les 70? Parce que de 200 à prendre même pas la moitié, c'est qu'il y a eu des critères bien précis pour choisir les profils. C'était destiné beaucoup plus aux étudiants. D'accord, donc ça c'est le premier critère. Exactement. Beaucoup plus algérois, donc de la wilaya d'Alger. Et 3e critère, pour les gens qui n'ont jamais eu l'opportunité de participer pour un événement pareil. Donc, c'était beaucoup plus concernant ça. Pour les gens qui ont déjà des bases, des notions concernant le développement personnel, donc peut-être si on va améliorer le programme, ils vont avoir l'opportunité de participer. De suivre. Exactement. Est-ce que vous pensez le faire dans d'autres wilayas? Parce que cette année, ça s'est déroulé à Alger. Il n'y a eu que les habitants d'Alger et les alentours qui en ont bénéficié. Est-ce que vous avez pour projet de le faire ailleurs, de reproduire la même formation dans d'autres wilayas? Oui, pourquoi pas, sachant qu'on est une association de wilaya d'Alger, donc on doit collaborer avec d'autres associations de d'autres wilayas. Donc ça va être un petit peu compliqué à faire, mais pourquoi pas, oui, certainement. Bien. Et quels sont vos futurs projets? Donc on a un projet qui va commencer à partir d'avril 2019.
Le titre, c'est Je fais mon choix. C'est destiné aux adolescents et aussi des étudiants pour faire, c'est beaucoup plus orientation des jeunes au sein du milieu professionnel, de passer de milieu d'études au milieu professionnel. Donc, c'est des formations accélérées par rapport à la rédaction du CV, foire du métier pour les enfants, parce que si on pose la question à un enfant, qu'est-ce que tu vas devenir au plus tard, il va dire soit médecin, soit travailler, etc. On va essayer. On s'intéresse maintenant de plus en plus à l'astrologie. C'est bien. Par rapport à l'ingénierie, beaucoup plus. Donc, on va essayer d'organiser une foire de métier pour les adolescents et beaucoup plus pour les étudiants. Beaucoup de projets, pour... Oui. Très bien. Merci Oussama. Merci à vous, Wahida, pour l'invitation. J'espère vous revoir très prochainement dans d'autres projets. Inch'Allah. Merci à vous. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet du jour, le sujet de société du jour, qui est la reconversion professionnelle. Monsieur Maraska, vous avez déjà exercé un autre métier à part coach? Ça tombe très très bien puisque je peux dire un mot. Moi, à la base, quand je dis à la base, parce que j'ai une base aussi en nutrition, attention. À la base, j'ai eu un bac sciences-gestion, économie. Donc j'ai déjà un bac rien à voir, qui n'a rien à voir après. Donc je me retrouve aujourd'hui dans un domaine qui n'a rien à voir avec la science de gestion. C'est une conversion à 360 degrés. Voilà. Claire. C'est comment j'ai fait. En fait, j'ai fait les choses par courage, donc il faut le dire, puisque moi j'étais au départ j'étais autodidacte, donc je lisais beaucoup, donc je me documentais sur des sites internet et tout. Et puis à fur et à mesure, c'est comme ça qu'on est introduit aux organismes, aux formations. Et actuellement, donc c'est récent, et j'en fais un métier actuellement. Voilà. Tout bien sûr en le développant, en cherchant autre chose, en restant toujours tout le temps, à la page par rapport à ce qui se passe. La preuve, votre chaîne oui, ça ne s'arrête pas en fait. L'apprentissage, c'est constant. Là, je ne pose même pas la question parce que je sais que le mouvement associatif, la radio, vous avez fait beaucoup de choses. Et voilà, vous avez intérêt à la télé. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de la reconversion ou pas. Moi aussi, j'ai fait des études en sciences de la gestion. Fallait que je me retrouve peut-être dans une banque ou en tête d'une entreprise. Je fais spécialité finance et je me retrouve à faire de la communication, de l'événementiel, la radio, l'associatif et j'atterris à la télévision. Et vous pensez à faire autre chose plus tard? Oui, j'adore relever les défis. Oui, pourquoi pas. Leïla. Oui, alors... J'ai fait comme ça, je fais Leïla. Elle va me sortir... Oui, j'ai envie de... Non, pas du tout. Non. Elle est sage. Tu m'inquiètes, Leïla. Je suis comme une image. Tu m'inquiètes. Elle va créer une application pour faire des selfies ou... Vous exagérez. Non, ça c'est déjà fait. Non. C'est-à-dire? Non, pas moi. Ça a été déjà fait. Mais moi, c'était la sociologie. J'ai pris option psychologie. Donc, à la limite, j'aurais pu finir psychologue. Mais en fait, j'ai pas voulu faire le parcours classique. Vous avez préféré faire patiente. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est pas grave, c'est la mode là, de partir chez le Donc j'aurais eu de la matière, attention. Mais après je me suis dit non, on va pas faire. Que vous avez une émission dans la radio, à la radio, chaîne 3. C'était 100% média. 100% média. Donc voilà, je me suis dit pas de parcours classique journalisme, on va faire sociologie et puis après on va voir les débouchés. Et j'ai débouché à la radio. Un dernier mot, monsieur Bras. Donc merci beaucoup pour l'invitation. On espère vous voir la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, par contre, je ne sais pas de mes habitudes, mais je vais le faire parce que ça me tient réellement à cœur. Je voudrais remercier 3 personnes. Aujourd'hui, il s'agit de Dr Zahani, Dr Benhamer et Dr Bentoumi pour tout ce qu'ils ont fait pour moi donc cette semaine. Excellente semaine à tous. Très très bonne semaine. Je vous retrouve vendredi prochain si tout va bien. Au revoir.